Bonjour. Depuis le 7 octobre 2023, l'actualité mondiale est marquée par le conflit au Proche-Orient, conflit qui se situe dans le cadre global des conflits israélo-arabes. Donc je propose que nous parlions de ces conflits-là, les conflits israélo-arabes. Sujet bien vaste que les conflits israélo-arabes qui ne laissent personne indifférent. Surtout depuis qu'ils sont présentés comme le conflit israélo-palestinien. Vu la durée qu'ils concernent, vu leur durée, vu leurs ramifications, ces conflits concernent toute l'humanité, avec une grande majorité de personnes dans un camp ou dans un autre. À vrai dire, abordant le conflit israélo-arabe, il est prétentieux de se proclamer d'une totale objectivité, de n'avoir aucun parti pris. Comment peut-on reprocher à un juif de soutenir Israël ou à un arabe de se sentir solidaire des Palestiniens? Le parti pris n'est donc pas malsain en soi, pourvu qu'on fasse l'effort de se mettre à la place de l'autre, de rechercher la vérité, de rechercher la justice. Surtout si on n'est ni juif ni arabe. Toujours se poser les trois questions suivantes. C'est quoi la vérité? C'est quoi la réalité des faits? Comme nous allons le voir, il y a beaucoup de désinformation. Il y a des lieux communs totalement erronés qui sont répétés et repris par tout le monde. Deuxième question, à la place de l'un ou l'autre, qu'aurais-je fait? Dans telle situation, si j'étais un juif, qu'est-ce que j'aurais fait? Dans telle situation, si j'étais un Palestinien, qu'est-ce que j'aurais fait? Et qu'est-ce qui est juste? La troisième question, qu'est-ce qui est juste? Ou quels sont les usages habituels ou normaux dans les rapports entre les peuples par rapport à une situation donnée? J'avoue que ce n'est pas toujours facile, mais c'est la démarche que j'essaye à mon niveau de suivre. Je vous invite donc à un propos qui s'attache à l'histoire. L'histoire, pour moi, n'a de sens que dans la chronologie des faits. Alors, selon ma propre analyse de l'évolution des choses dans l'histoire de l'humanité, j'ai fait le choix de découper le récit en 4 périodes, bornées par des faits déterminants pour la suite. La première période, j'évoquerai de l'Antiquité au 19e siècle. Pourquoi le 19e siècle? Parce que c'est le siècle au cours duquel la mobilité au niveau du globe se démocratise, c'est-à-dire qu'on peut se déplacer facilement. Ce n'est plus seulement des grands explorateurs, des personnes importantes qui peuvent se déplacer. Non, non, à partir du 19e siècle, notre monde, on peut passer facilement d'un continent à l'autre. Les évolutions techniques le permettent. La deuxième période, c'est du 19e siècle à la création de l'État d'Israël. Bon, donc là, on est en plein dans le sujet. La troisième période sera de la création d'Israël à la révolution islamique en Iran. Pourquoi? Parce que la révolution islamique en Iran va être un moment d'effervescence islamiste pour le djihad mondial, et cela va avoir une incidence sur le conflit, sur les conflits. Et puis la quatrième période, donc qui part depuis la décennie 1980, c'est-à-dire dès le lendemain de la révolution islamique en Iran. Alors donc on y va pour ce parcours, ce survol historique. Première période. Donc c'est un survol de 4000 ans d'histoire que je propose en 12 tableaux. Alors le premier tableau, c'est Origine des Juifs. Il y a environ 4000 ans, des Hébreux sous la conduite d'Abraham partent de Mésopotamie pour s'installer sur la rive orientale de la Méditerranée. Selon la Bible, Abraham répondait à un appel de Dieu
accompagné de la promesse d'établissement de sa descendance, le peuple élu, au pays de Canaan, la terre promise. Et Abraham est rebaptisé par Dieu lui-même Abraham. Donc c'est l'époque biblique des patriarches Abraham, Isaac, Jacob et ses 12 enfants. Et Jacob qui lui-même, entre-temps, a été baptisé Israël par Dieu. Deuxième tableau, séjour en Égypte. Joseph, fils de Jacob, est vendu par ses frères et emmené en Égypte, où il devient une haute personnalité de l'administration de Pharaon. À la suite d'une famine, Joseph fait venir son père et toute sa famille en Égypte. Au bout de 4 siècles, les Israélites sont un peuple nombreux, réduit en esclavage en Égypte. Troisième tableau, la sortie d'Égypte. Intervient alors l'épisode de Moïse, au XIIIe siècle, avant Jésus-Christ. Moïse qui conduit son peuple à la sortie de l'Égypte, suite à un appel de Dieu, c'est l'Exode. Exode au cours duquel, dans le désert du Sinaï, Dieu conclut une alliance avec son peuple et lui donne sa loi, les 10 commandements et autres. C'est la naissance du judaïsme. Après 40 ans d'errement dans le Sinaï, Moïse meurt au seuil de la terre promise et c'est Josué qui fait rentrer en terre promise les Israélites. Et ces derniers doivent se battre contre d'autres peuples trouvés sur place pour survivre. Les guerres contre les Philistins venus de Grèce sont une constante de cette période. Quatrième tableau, les monarchies juives en terre promise. À partir du XIe siècle avant Jésus-Christ, les Israélites forment un royaume d'Israël, avec Saül comme premier roi d'Israël. Ensuite vient le règne de David, autour de l'an 1000 avant Jésus-Christ. David y choisit Jérusalem pour capitale et y transfère l'arche de l'alliance avec les 10 commandements. David avait régné un peu à Hébron, 7 ans à Hébron avant de déplacer la capitale à Jérusalem. Après David, son fils Salomon monte sur le trône d'Israël et porte la civilisation hébraïque à son apogée. C'est Salomon qui construit le temple de Jérusalem, la résidence de Dieu. Cinquième tableau, c'est la scission. En l'an 931 avant Jésus-Christ, à la mort de Salomon, le royaume se divise en deux. Au nord, le royaume d'Israël, le plus vaste, avec pour capitale d'abord Tirsa et ensuite Samarie. Et au sud, le royaume de Juda, où règne la descendance en ligne directe de David, avec pour capitale Jérusalem. Tableau 6. Disparition des États juifs. En l'an 724 avant Jésus-Christ, le royaume d'Israël est conquis par les Assyriens. Les Assyriens, c'est un royaume qui est né au nord de la Mésopotamie, qui depuis des siècles grandissait, devenait de plus en plus menaçant. Donc en l'an 724 avant Jésus-Christ, les Assyriens conquièrent le royaume d'Israël, le plus grand royaume au nord. C'est le début de la diaspora des Juifs. Par la suite, en l'an 587 environ, le royaume, avant Jésus-Christ, le royaume de Juda est conquis par Nabuchodonosor, roi de Babylone. Le temple de Jérusalem est détruit et pillé, et les Juifs sont déportés à Babylone comme des captifs. Septième tableau, les dominations perses, grecques, ensuite romaines. Alors, à la prise de Babylone par les Perses, sous la conduite du roi Cyrus, en l'an 539 avant Jésus-Christ, les Juifs sont libérés de leur captivité et encouragés à retourner à Jérusalem pour rebâtir le temple. On le voit avec l'épisode de Esdras et Néhémie. Les territoires des anciens États hébreux, la Judée et la Samarie, en fait le royaume de Juda et le royaume d'Israël, deviennent alors une province perse,
puis grec en l'an 332 avant Jésus-Christ, quand Alexandre le Grand conquiert la zone, puis romaine en l'an 63-64 avant Jésus-Christ, quand les Romains prennent Jérusalem. Il faut dire que depuis la chute du royaume de Juda, en l'an 587, les Juifs n'auront plus réellement d'État souverain pour longtemps. La dynastie des Hasmoniens, issue de la révolte des Maccabées au IIe siècle avant Jésus-Christ, n'est qu'une autorité juive jouissant d'une certaine autonomie en Judée, mais ce n'était pas vraiment un État totalement indépendant comme les royaumes d'Israël et Juda jusqu'en l'an 587 avant Jésus-Christ. 8e tableau, sous domination romaine. Comme tous les peuples soumis à l'Empire romain, les Juifs jouissent d'une certaine autonomie. Le roi de Judée, Hérode Ier le Grand, restaure et agrandit le temple à partir de l'an 19 avant Jésus-Christ. Et en raison de l'expansion massive du lieu de culte par Hérode, on parle désormais du second temple ou du temple d'Hérode. Il faut dire que c'est à cette période que l'humanité et le monde enregistrent la naissance de Jésus-Christ à Bethléem en Judée. Tableau 9. La double expulsion des Juifs par Rome. Dans un premier temps, en l'an 70 de notre ère, Titus, futur empereur romain, détruit Jérusalem et le second temple pendant une terrible répression contre les Juifs. Bon nombre de Juifs sont contraints de quitter leur patrie. Et dans un deuxième temps, de l'an 132 à l'an 135, l'empereur Hadrien réprime une rébellion armée juive en Judée. Chassés de leurs terres, les Juifs connaissent une forte émigration qui les conduit à rejoindre les communautés de la diaspora, que ce soit vers la Babylonie, l'Arabie et surtout dans le bassin méditerranéen. Hadrien, l'empereur romain, désireux de punir les Juifs de leur révolte, veut effacer leurs traces sur la région en la rebaptisant Palestine, une déformation de pays des Philistins. Nous arrivons au 10e tableau, qui est l'appropriation de Jérusalem par chrétiens et musulmans. Il faut dire que pendant de nombreux siècles, la terre promise des Juifs, désormais appelée la Palestine, ainsi que leurs lieux saints, sont livrés à toutes les puissances qui vont se succéder, ainsi qu'aux religions qui se réclament héritières et continuatrices de la foi juive. Ça sera d'abord les chrétiens. Les chrétiens diront que bon, il y a eu une ancienne alliance et il y a une nouvelle alliance avec Dieu qui part de Jésus-Christ. Et quand l'Empire romain va se christianiser, quand le christianisme va devenir la religion d'État de l'Empire romain, bon, l'Église va investir Jérusalem. Plus tard, les rois chrétiens organiseront des croisades pour aller prendre le contrôle des lieux saints. Donc, l'Église s'approprie Jérusalem parce que c'est la terre sainte. Et avec les musulmans, ça sera pareil. Quand l'islam naît au 7e siècle, Mahomet, il est dit que Mahomet est le dernier des prophètes. Il y a eu tous les prophètes de la Bible, et Mahomet est le dernier. Donc, l'islam doit remplacer le judaïsme. Mahomet, lors d'un voyage nocturne sur un cheval blanc, est allé à Jérusalem, ce qui va justifier la construction de la mosquée d'Al-Aqsa sur le mont du Temple, le temple le second temple d'Hérode. Donc, bref, toutes ces religions qui vont venir par la suite vont chercher à s'approprier Jérusalem. Nous arrivons au tableau 11, sont les malheurs de la diaspora juive. Pendant ce temps, éparpillés sur le globe, principalement sur les rives de la Méditerranée,
autour de la mer Rouge, en Europe. Les Juifs sont partout des étrangers. Ils subissent partout des discriminations, des injustices, des humiliations. Régulièrement, ils sont l'objet des actions. Donc, dans le monde chrétien, depuis le Moyen-Âge, des fois, ils sont contraints de porter des signes distinctifs, le port de la rouelle. Dans les pays musulmans en terre d'islam, c'est les citoyens de seconde zone qui sont soumis à la dimitude, qui comportent beaucoup d'exactions, d'humiliation. Il y a souvent leurs biens sont confisqués. En Europe, un peu partout, ils subissent des pogroms. Voilà. Donc, bref, les Juifs de la diaspora, dans tous les peuples, que ce soit en terre d'islam comme en chrétienté, sont considérés comme des étrangers qui subissent beaucoup d'exactions. Et on arrive au tableau 12, au dernier tableau. C'est le rêve du retour à Jérusalem. Malgré les déportations et les expulsions, il a toujours resté des Juifs sur les territoires des royaumes antiques de Juda et d'Israël. Rebaptisée par les Romains la Palestine. Toutes les villes saintes du judaïsme, Jérusalem, Hébron, Saphède, Tibériade, ont maintenu au cours des siècles un petit reste du peuple autour de la foi. Les Juifs étaient certes minoritaires en Palestine, mais ils ont toujours été là, sous domination, successivement des Byzantins, l'Empire romain d'Orient, ensuite des musulmans, à la naissance de l'islam à partir du 7e siècle, d'abord les Omeyyades, ensuite les Abbassides, des croisés qui vont venir à partir du 11e siècle reprendre le contrôle de la Terre Sainte, des Mamelouks qui vont chasser les croisés et des Ottomans par la suite. Donc les Juifs ont toujours été là sous toutes ces grandes puissances. Et pour ceux de la diaspora, le souvenir de la terre d'origine, resté vivace dans les esprits, s'est toujours manifesté dans l'expression « l'an prochain à Jérusalem ». Pendant des siècles, l'an prochain à Jérusalem. Donc, disons que cette montée à Jérusalem, l'alliance juive en Israël, a toujours existé depuis le second exil, mais il s'agissait de groupes très peu nombreux, dont les motivations étaient plutôt personnelles ou religieuses, mais il n'y avait aucune motivation politique. Donc c'est ce qui va se passer jusqu'à la fin jusqu'au 19e siècle. Nous arrivons à la deuxième période qui part du 19e siècle à la création de l'État d'Israël. Donc là, nous rentrons dans le vif du sujet. C'est au 19e siècle que le mouvement de retour massif des Juifs vers la Palestine va s'enclencher. Comme je vous ai dit, les déplacements se sont démocratisés, les gens peuvent se déplacer plus facilement. Face aux injustices et maltraitances subies par leur peuple, des élites juives vont s'engager dans des actions pour favoriser un retour vers la Palestine, la terre d'origine, où ils ambitionnent de créer un foyer national juif. Là, l'Aliyah prend une dimension politique pour bon nombre de Juifs. C'est alors un mouvement constant et de plus en plus massif qui s'enclenche. Alors, des réseaux se mettent en place pour organiser l'installation des Juifs en Palestine sous administration ottomane. Ce sont les Turcs ottomans qui possèdent tous ces territoires dans leur empire colonial. Avec l'aide financière de grandes fortunes juives, en particulier d'Edmond de Rothschild, le mouvement est encouragé et bien encadré. Et nous allons voir comment est-ce que la proportion de Juifs en Palestine va donc croître d'année en année. En 1872, un recensement de l'Empire ottoman donne 15 000 Juifs sur une population de 382 000. Les Juifs sont 4% de la population, donc en 1872. Il faut noter qu'en 1897 est organisé le premier congrès de Bâle en Suisse,
organisé par Theodor Herzl, un journaliste autrichien, qui a d'ailleurs écrit l'État juif, a fait un essai sur l'État juif. Donc, c'est Theodor Herzl qui est le créateur de l'organisation sioniste mondiale. Le mouvement sioniste devient alors une réalité qui s'implique dans les affaires du monde pour aboutir à la création d'un État juif. Le mouvement est maintenant vraiment bien organisé. Et cela va entraîner un véritable accroissement de l'immigration des Juifs en Palestine. Et en 1908, déjà, on a un premier choc entre Arabes et Juifs en Palestine. Et en fait, il faut se mettre à la place des Arabes. On les comprend parfaitement. Vous êtes là et puis vous voyez des gens qui arrivent à travers une organisation. Ils sont bien organisés, ils arrivent, ils s'installent, ils mettent en valeur, ils achètent des terres, ils mettent en valeur. Bon, donc des gens qui sont venus pour s'établir dans la durée. Et donc les Arabes commencent à mal vivre tout ça, et le nationalisme, l'antisionisme arabe naît à partir de cette période-là. Mais c'est quelque chose qui se comprend, c'est un sentiment qui se comprend, et je pense que tous, à la place des Arabes, on aurait réagi de la même façon. En 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale, il y a 80 000 Juifs sur une population totale de 738 000. Les Juifs sont passés à 11% de la population. Et nous sommes toujours sous la Palestine ottomane, il faut bien préciser. Mais c'est un empire ottoman, un État ottoman qui est de plus en plus faible, qui est affaibli. Et pendant la Première Guerre mondiale, entre 1916 et 1918, il y a une révolte arabe contre l'Empire ottoman. En fait, c'est une rébellion menée à l'initiative du shérif de la Mecque, dont le but est de participer à la libération de la péninsule arabe. C'est une guerre d'indépendance. Ce sont les Arabes qui se battent pour se libérer de la colonisation ottomane, et en vue de la création d'un État arabe qui partirait donc de la Syrie au nord, au Yémen au sud, de toute la péninsule arabe. Et donc, pendant cette Première Guerre mondiale, au cours de la révolte des Arabes, ils vont recevoir l'aide des Européens, surtout des Britanniques, pour les aider à se débarrasser des Ottomans. On a Lawrence d'Arabie, l'officier britannique, qui va jouer un rôle très important dans cette phase-là. Et Français et Anglais, donc pendant la Première Guerre mondiale, savent très bien que les Ottomans vont être dégagés de la région. Donc, ils entrent en négociation pour voir comment est-ce qu'ils vont gérer le territoire à la fin de la guerre, comment est-ce qu'ils vont découper le territoire ottoman en plusieurs zones d'influence à se partager. C'est ça qui fait l'objet, en 1916, des accords de Sykes-Picot. Et les Juifs, le mouvement sioniste, les élites juives, ils suivent tout ce qui se passe autour de la région. Et donc, sachant ce qu'il est prévu après la fin de la guerre, il y a Chaim Weizmann, celui qui a pris la tête du mouvement sioniste après la mort de Theodor Herzl. Chaim Weizmann, c'est un grand chimiste. Pendant la guerre mondiale, il met ses compétences au service des Britanniques, il les aide à fabriquer des bombes. Donc, c'est lui qui va négocier tout ça pour que, à la fin de la guerre, si les Britanniques ont la Palestine, ben les aident, ils favorisent leur mouvement qui a déjà commencé, leur mouvement d'établissement d'un foyer national juif en Palestine. En fait, c'est des opérations de donnant-donnant, parce que les Britanniques, en 1917, n'ont pas encore la Palestine. Donc, c'est certainement les Juifs aussi qui vont, les lobbies juifs qui ont de l'entre-gens, qui vont s'arranger pour que les Britanniques puissent avoir la Palestine, qu'eux aussi convoitent. C'est du donnant-donnant.
Donc c'est ce qui fait l'objet en 1917 de la déclaration de Balfour. Chaim Weizmann a arraché cela aux autorités britanniques. Chaim Weizmann, pour la petite anecdote, qui voulait impliquer Albert Einstein dans le mouvement sioniste, et devant les hésitations de Einstein, Chaim Weizmann dira, bon, ben, il le laisse tomber parce qu'il n'a pas besoin de calculateur. Bon, donc voilà pour la petite histoire. Et finalement, à la fin de la guerre, en 1920, la conférence de San Remo en Italie ne fera que confirmer le mandat britannique sur la Palestine. Nous arrivons en 1921. Les Britanniques ont pu avoir la Palestine comme ils le convoitaient, comme ils le souhaitaient. Et dès qu'ils ont la Palestine, ils font la partition de la Palestine et ils procèdent à la création de la Transjordanie. La Transjordanie, c'est tout ce qui se trouve à l'est du fleuve Jourdain. Donc, on traverse le Jourdain, c'est la Transjordanie. Pourquoi les Britanniques ont-ils créé la Transjordanie? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Pourquoi? Pourquoi ils ont un territoire, tout le site est divisé dans le... N'est-ce pas pour tenir compte, comment dire, de la perspective de la création du foyer juif sur lequel ils se sont déjà entendus avec le mouvement sioniste? C'est une question qu'on peut se poser. Nous arrivons en 1922. En 1922, il y a 84 000, à peu près 85 000 juifs. Sur un total de 752 000, les juifs sont toujours 11% de la population. Disons que pendant la Première Guerre mondiale, la proportion de juifs n'a pas beaucoup évolué. Mais dès 1931, on a 174 600 juifs sur un total de 1 033 000. Les juifs sont passés en 1931 à 17% de la population. C'est-à-dire que vraiment, là, il y a une augmentation exponentielle du nombre de juifs en Palestine. Alors, la Palestine mandataire est le terrain d'un conflit de plus en plus violent entre Arabes et Juifs, dont les revendications nationalistes respectives ne peuvent être conciliées par les Britanniques. Comme je dis, mais on comprend les Arabes, vous êtes là, les gens ils arrivent, en masse, ils sont organisés, ils s'installent, voilà, ils mettent en valeur les terrains qu'ils achètent. Et de 1936 à 1939, une grande révolte arabe éclate et la situation, le territoire est de plus en plus, fait de plus en plus l'objet de troubles vraiment à l'ordre, à la paix. Et les Juifs qui immigrent sont des jeunes gens, dans la force de l'âge, mus par le désir de donner à leur peuple une terre où il est chez lui pour ne pas être subi les exactions partout dans le monde, qui plus est sur la terre de leurs ancêtres. Et je peux donner l'exemple de David Ben Gurion, qui va proclamer l'État d'Israël plus tard. David Ben Gurion était un jeune juif de Pologne, un ardent sioniste, qui émigre en Palestine, en turc. En 1906, il avait 19 ans, 20 ans. Comment même ne pas être en admiration devant des jeunes qui ont un engagement aussi noble, aller se battre pour donner à leur peuple un pays. Donc, on ne peut pas dire que les Juifs ont tort, ou que les Arabes ont tort. Voilà, c'est tout simplement une tragédie qui se met en place. On comprend les uns et les autres. En 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les Juifs sont 608 000 sur un total de 1 846 000, c'est-à-dire que les Juifs sont désormais 33%, le tiers de la population. Alors les Britanniques qui sont affaiblis par la guerre ne contrôlent plus la situation, les Arabes sont fâchés et le territoire, la Palestine, est complètement déstabilisé. Donc les Britanniques procèdent à la décision de l'arrêt de l'immigration juive. Et on se souvient de cet épisode du navire Exodus 1947, ce navire qui transportait 4500 survivants de la Shoah, qui voulaient rejoindre la Palestine et qui vont être
le navire va être refoulé de la Palestine, il va se retrouver en Chypre, ensuite en France, le navire qui se baladait avec ces pauvres juifs qui voulaient aller en Palestine. Et c'est un épisode qui, disons, le triste sort de ces 4500 juifs va sensibiliser, va toucher l'opinion mondiale et va quelque part prédisposer l'opinion mondiale à trouver une solution pour résoudre ce problème juif qui se posait au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est ainsi que, en 1947, on va aller vers la résolution onusienne du partage de la Palestine. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne, ne contrôlant plus la situation, va finalement passer la patate chaude à l'ONU, se débarrasser les mains de cette affaire-là. Et le recensement, au moment du partage de l'ONU, en 1947, donnait 668 000 juifs sur une population totale de 1 983 000. Les juifs étaient 34% au recensement qui a été fait avant le partage. Et il faut dire que sur les 668 000 juifs recensés en 1947, 35% sont nés en Palestine. Donc ça veut dire que c'est les gens qui sont là depuis un moment. 35% sont nés en Palestine. Alors nous arrivons à la troisième période qui part de la création de l'État d'Israël à la révolution islamique de 1979 en Iran. Le 29 novembre 1947, l'ONU propose le partage de la Palestine en deux États indépendants, un État juif et un État arabe. C'est la résolution 181 de l'Assemblée générale de l'ONU. Les Juifs, il est important de le noter, ne s'appelaient pas encore Palestiniens et les Arabes ne s'appelaient pas encore, les Juifs ne s'appelaient pas encore Israéliens et les Arabes ne s'appelaient pas encore Palestiniens. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Les Juifs ont accepté le partage de l'ONU et les Arabes ont refusé le partage de l'ONU. Les Arabes de la Palestine vont engager tout de suite une guerre contre les Juifs. Dans le lendemain de la résolution, une guerre qu'ils vont perdre en 1947. Le 14 mai 1948, sur la base de la résolution de l'ONU, David Ben Gourion proclame l'État d'Israël. Les Juifs de la Palestine deviennent alors les Israéliens. Refusant le partage de l'ONU, toute la nation arabe refusait le partage de l'ONU. Donc, refusant le partage de l'ONU, l'Égypte, l'Irak, la Syrie, la Transjordanie et le Liban attaquent le nouvel État d'Israël dès sa création. Israël gagne cette guerre de 1948 à 1949, sa guerre d'indépendance. Et pendant la guerre, Israël va gagner des territoires sur la portion des Arabes. Et les lignes de cessez-le-feu de 1949 deviennent les nouvelles frontières d'Israël. Israël gagne beaucoup de territoires au cours de cette guerre d'indépendance. Alors, chose bizarre qu'il faut signaler, les nations arabes, les États arabes qui sont venus, qui ont attaqué Israël pour venir en aide à leurs frères, non seulement ils n'ont pas réussi à vaincre Israël, ils ont été vaincus. Israël a gagné des territoires dans cette guerre. Et le reste du territoire arabe, ils vont en quelque sorte se l'approprier. Donc la Transjordanie va prendre la Cisjordanie et l'Égypte va prendre la bande de Gaza. Ils vont occuper ces territoires-là. Et en 1949, la Transjordanie, pour bien montrer que désormais la Cisjordanie lui appartient, change de nom pour devenir la Jordanie. C'est-à-dire ce n'est plus seulement maintenant
la Transjordanie, c'est-à-dire de l'autre côté du Jourdain, mais maintenant c'est la Jordanie, c'est-à-dire on est deux côtés, on est tout autour du Jourdain. La Transjordanie, disons, annexe pratiquement la Cisjordanie. Et pour les Arabes de la Palestine, mais c'est une vraie catastrophe, un vrai désastre, comme eux-mêmes ils l'appellent la Nakba. Leurs frères qui viennent les aider leur disent, bon écoutez, quittez vos maisons, partez pour 2 ou 3 jours, dégagez le temps que nous massacrions ces juifs-là, et au bout de 2 ou 3 jours, vous revenez. Ils sont partis, ils ne sont plus jamais revenus. Ils ne sont plus jamais revenus parce que, bon, d'abord, leurs frères ont été battus. Les nations arabes ont été battues. Et mettez-vous à la place des juifs. Vous avez des voisins, des gens avec qui vous vivez. Vous êtes en conflit. Ils dégagent pour que leurs frères viennent vous tuer. Leurs frères n'arrivent pas à vous tuer. Est-ce que vous allez accepter qu'ils viennent encore se mettre à côté de vous? Ce n'est pas un jeu, c'est une question de vie ou de mort. Donc les Juifs ne vont jamais accepter que ces Arabes qui sont partis reviennent. Ils vont détruire leur maison, détruire leur village et tout. C'est une question de vie ou de mort. Et, moi, je les comprends. À leur place, je ferais pareil. Donc, pour les Arabes, c'est un exode forcé, fuite, exil. Pour des centaines de milliers, c'est près de 700-750 000 Arabes qui, comme ça, vont être obligés de quitter leur foyer pour se retrouver dans des camps de réfugiés. Alors, comment les choses vont évoluer? Depuis, Israël a pris son indépendance. Bon, le pays se met en marche. Les Arabes de la Palestine sont dans les camps. Et il va y avoir un premier conflit contre l'Égypte en 1956. En 1956, suite à la nationalisation du canal de Suez par Gamal Abdel Nasser, le Royaume-Uni et la France vont envisager d'intervenir avec la participation d'Israël. Donc, les colonnes blindées israéliens vont descendre dans le Sinaï, mettre en déroute l'armée égyptienne et arriver au niveau du canal de Suez. Et la France et l'Angleterre vont donc demander aux deux belligérants de dégager le canal, ce que l'Égypte va refuser. Et Français et Anglais vont donc attaquer l'Égypte. Et ce sont l'Union soviétique et les États-Unis qui vont intimer l'ordre à la France et à l'Angleterre de se retirer. Donc Français et Anglais vont être obligés de se retirer. Et finalement, Israël va être obligé de se retirer aussi, de faire entrer ses forces sur son territoire. Et les casques bleus de l'ONU vont s'interposer à la frontière entre l'Égypte et Israël au niveau du Sinaï. Donc il y a un rétablissement de la ligne de cessez-le-feu de 1949 par une force de l'ONU, par les casques bleus de l'ONU. Il y a aussi un événement, un fait important, vers la fin des années 50, surtout au début des années 60, les Arabes de la Palestine se désignent désormais Palestiniens. Jusqu'à présent, on appelle les Arabes de la Palestine, et même quand ils parlent, c'est la nation arabe. Mais à partir de, surtout l'année 60, ils se désignent Palestiniens. Pourquoi est-ce qu'ils ont eu besoin d'affirmer cette identité? Il y a sans aucun doute le fait que leurs territoires sont occupés par leurs frères arabes. La Transjordanie a pris la Cisjordanie. L'Égypte est au niveau de la bande de Gaza. Donc en gros, ça peut leur dire non, non, ces territoires-là, c'est la Palestine. Et c'est nous les Palestiniens, ce territoire nous appartient. Donc il faut bien noter que c'est à partir du début des années 60 qu'on parle de Palestiniens. Avant ça, on ne parlait pas de Palestiniens, on parlait des Arabes de la Palestine. Mais désormais, ils ont le nom, c'est le peuple palestinien. Bon,
un peuple a le droit de se choisir le nom qu'il veut. Et les Palestiniens, c'est un beau nom. Nous avons en Afrique nos frères de la Haute-Volta qui, dans les années 80, nous ont dit non, 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 désormais notre pays, c'est le Burkina Faso. Et nous-mêmes, nous ne sommes plus les Voltaïques, nous sommes les Burkinabés. Bon, un peuple souverain dans le choix de son nom. Et ils peuvent se dire, ils ont le droit de choisir de s'appeler Palestiniens. Seulement, il ne faut pas que le fait qu'ils s'appellent Palestiniens sème des confusions dans la compréhension de l'histoire. Voilà, parce que la Palestine, les Arabes n'étaient pas plus palestiniens que les Juifs de la Palestine. Voilà. Et souvent, j'ai entendu des gens dire, oui, mais bon, les Juifs, ils ont eu des problèmes en Europe, et puis on est allé leur donner le pays des Palestiniens. Non, non, non. En ce moment-là, ils ne s'appellent pas Palestiniens. Il y avait en Palestine des Juifs et des Arabes. Voilà. Donc, c'est une précision qui est importante pour la compréhension de l'histoire. Nous arrivons en 1967, la guerre de 6 jours. Alors, ça fait bientôt 20 ans que Israël existe. Les Arabes ont subi une déculottée en 1948-1949. Donc, ils préparent leur revanche, une grande revanche de la nation arabe, sous la conduite du leader égyptien Gamal Abdel Nasser. Et cette revanche a été précédée par une campagne de sensibilisation des populations. Les populations manifestent dans les rues, au Caire en Égypte, à Amman en Jordanie, à Damas en Syrie. C'est des manifestations pour dire qu'on va tuer les Juifs, on va les massacrer tous. Et chose curieuse, Nasser obtient le 19 mai 1967 la relève des casques bleus de l'ONU par sa propre armée. C'est-à-dire que les casques bleus qui, depuis la guerre du canal de Suez, qui font l'interposition entre l'Égypte et Israël, ben, les casques bleus dégagent pour que l'armée égyptienne vienne corriger. Donc, Israël ne va pas attendre que les gens l'attaquent, Israël va les surprendre. Et Israël attaque en premier, et en 3 heures, Israël détruit toute l'aviation égyptienne. C'est une déroute encore plus grande que la guerre d'indépendance, cette guerre de 6 jours. Israël leur prend de vastes territoires. Israël arrache le Golan dans le nord à la Syrie, ils arrachent la Cisjordanie à la Jordanie, ils arrachent la bande de Gaza et tout le Sinaï à l'Égypte. Une plus grande humiliation. Alors, l'ONU s'engage à trouver une solution pour la paix, et cela va se traduire par la résolution 242 en novembre 1967. Alors, les traits essentiels de la résolution, c'est le retrait des territoires occupés. On demande à Israël de se retirer des territoires. Pendant la guerre d'indépendance, ils avaient été attaqués les premiers, donc ils ont pu garder les territoires qu'ils avaient conquis. Mais puisque cette fois-ci, c'est eux qui ont attaqué les premiers, bon, il faut qu'ils se retirent des territoires pour pouvoir avoir la paix. L'ONU demande aux États arabes de reconnaître l'existence de l'État d'Israël. Parce que depuis, ça fait 20 ans, aucun État arabe ne reconnaît l'existence de l'État d'Israël. Ils ne reconnaissent pas l'État d'Israël. Et bon, un dernier point, trouver une solution raisonnable pour le problème des réfugiés. Alors, cette résolution 242 ne va jamais s'appliquer. Pourquoi? D'abord parce que les États arabes refusent de reconnaître Israël. La Ligue arabe s'interdit même toute négociation avec l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'ils considèrent que échanger même avec eux, c'est reconnaître leur existence. Donc, aucun échange. Israël aussi refuse de rendre les territoires. Il dit que bon, ben, ce sont des gens qui veulent ma mort. Ce sont des ennemis, ils veulent me détruire. Ben, moi, j'ai un tout petit territoire. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire est 15 fois plus vaste qu'Israël. Donc c'est un tout petit territoire. Moi, je ne peux pas faire la guerre sur ce tout petit territoire. Donc le territoire que j'occupe, ben, je les garde pour ma sécurité. S'ils veulent faire la guerre, on fera la guerre sur le territoire. Donc Israël refuse de rendre le territoire. Donc on était à une situation, un statut quo, une situation de blocage. Une situation de blocage. Et c'est pendant cette période
que des religieux en Israël vont dire, mais nous vivons un miracle. Regardez la main de Dieu. Ça, c'est la main de Dieu qui est en train d'intervenir. C'est des territoires qu'on nous donne, que Dieu nous donne. Il n'est pas question de rendre ces territoires. Il faut aller s'y installer, il faut aller s'y établir. C'est ainsi que, dans cette période de statu quo, où rien ne bougeait, des juifs religieux vont commencer à aller s'installer sur les territoires occupés. C'est la colonisation des territoires occupés sous l'impulsion du sionisme religieux. Et il y a aussi un fait qu'il faut signaler. Cette résolution 242 s'adressait donc à Israël, aux États de la région. La résolution ne parle pas du tout de la Palestine et encore moins des Palestiniens, comme s'ils n'existent même pas. Or, je vous ai dit que depuis quelque temps, ils se font appeler Palestiniens parce qu'ils veulent que leur identité soit reconnue, même dans le Conseil des Nations arabes. Et ils vont ressentir cela comme une grande frustration, qu'on ne les évoque même pas dans la résolution. On dit seulement de trouver une solution pour le problème des réfugiés, mais quels réfugiés? C'est eux les Palestiniens. Voilà. Donc, cela va les déterminer à s'engager davantage dans la prise en main de leur destin. Alors, il faut dire aussi qu'après l'échec arabe de 1967, qui est un échec, un grand échec, le nationalisme arabe, dont Nasser était le chef, va céder du terrain à l'islamisme. Vous savez que l'Égypte, il y a les islamistes, les frères musulmans d'ailleurs, avec qui Nasser était très dur. Les chefs, les frères musulmans ont été exécutés en Égypte. Donc, l'échec du nationalisme arabe dans la résolution du problème palestinien va donner de la force à l'islamisme dans la lutte contre Israël. Et les groupes de terroristes islamistes vont commencer à se créer autour de la question palestinienne. Et les Palestiniens eux-mêmes vont commencer à former de nombreux groupes armés. Comme je vous ai dit, ils veulent désormais prendre eux-mêmes en main leur destin, ne pas laisser, c'est les pays arabes qui s'occupent d'eux et rien n'avance depuis 20 ans. Ils veulent eux-mêmes prendre en main leur destin. Il y a un esprit guerrier qui naît dans la communauté palestinienne, dans le monde palestinien. Et il y a beaucoup de ces Palestiniens qui sont dans les camps de réfugiés en Jordanie. Ils vont finalement créer un État dans l'État. Ils contrôlent les zones. Ils se lancent dans le terrorisme. Ils vont détourner des avions qui viennent faire exploser en Jordanie. Et tout cela va commencer à créer des problèmes en Jordanie. L'État jordanien va même être déstabilisé par cette présence des Palestiniens. Et finalement, le royaume hachémite du roi Hussein de Jordanie déclenche une opération militaire contre l'Organisation de libération de la Palestine dirigée par Yasser Arafat en 1970. Donc de 1970 à 1971, il y avait un conflit armé pour chasser les Palestiniens de la Jordanie. Et finalement, les groupes armés palestiniens sont chassés de Jordanie et vont aller s'installer en 1971 au Liban. Et les Palestiniens sont de plus en plus actifs dans les actes terroristes. On a eu la prise d'otage des athlètes israéliens aux Jeux Olympiques de Munich, en Allemagne, en 1972. Il y a le premier ministre jordanien qui va être assassiné. Bon, donc, bref, le terrorisme palestinien commence à devenir un problème de sécurité au niveau mondial. Entre-temps, nous arrivons en 1973, la guerre du Kippour. Les États arabes ne peuvent pas baisser les bras. Ils sont obligés de revenir à la charge. Donc, en 1973, il y a la guerre du Kippour qui est déclenchée par la Syrie et l'Égypte. Israël va être ébranlé au début, mais bon, ils vont arriver à se ressaisir.
Et dans cette guerre, il y a la participation de deux États africains, le Maroc et l'Algérie, qui vont participer à la guerre de Kippour de 1973. Et il faut noter que Habib Bourguiba, la Tunisie ne participe pas à cette guerre. Et on comprendra plus tard Bourguiba dans ses déclarations. Bourguiba, pour Bourguiba, bon, la Jordanie, c'est un pays qui n'existe pas. C'est les Britanniques qui, quand ils ont eu la charge de la Palestine, ont divisé le pays en deux. Donc pour Bourguiba, les Palestiniens, bon, ben, c'est le même peuple qui est de l'autre côté. Ils n'ont qu'à aller en Jordanie et puis c'est terminé. Donc voici un peu... Bourguiba, c'est un chef d'État arabe. Bon, voici son point de vue sur la situation. Et au cours de cette guerre de Kippour, le 17 octobre, l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, réduit ses envois de pétrole vers les pays occidentaux et augmente ses prix. C'est la crise pétrolière de 1973, une crise qui va déstabiliser les finances et l'économie mondiale. Beaucoup d'États occidentaux vont connaître des déficits budgétaires énormes à partir de cette date. Et les problèmes économiques comme le chômage, tout ça, le chômage va croître et comment dire, tous ces chômages qui traînent, qui n'a plus jamais pu être résorbé jusqu'à aujourd'hui, tirent un peu sa source de cette crise, de cette importante crise de 1973. Alors, les Américains décident de s'impliquer davantage dans la recherche d'une solution pour la résolution de cette crise dans ces conflits israélo-arabes. Donc l'implication des Américains va aboutir aux accords de Camp David entre Anwar el-Sadat et Menachem Begin en 1978. Et à la suite de cet accord, Israël va restituer à l'Égypte le Sinaï. Mais l'Égypte, c'était la grande nation, la nation leader du monde arabe dans la lutte contre Israël. Et voilà que l'Égypte signe un accord séparé avec Israël, et ceci sera vu comme une véritable trahison du monde arabe par l'Égypte. Et à tel point que l'Égypte même sera exclue de la Ligue arabe l'année suivante, en 1979. Et même Sadat sera assassiné par les islamistes égyptiens. Et en 1979, nous avons la révolution islamique en Iran. Le Shah d'Iran tombe, le régime des Mollahs, dirigé par l'imam Khomeini, trouve dans la cause palestinienne un instrument de mobilisation du monde musulman pour le djihad. L'Iran jure de rayer Israël de la carte. Oui, la révolution islamique en Iran est un grand moment de mobilisation pour le djihad mondial, à commencer par Israël. Donc c'est là que nous finissons donc la troisième partie et nous arrivons dans la quatrième période qui part donc des lendemains de la révolution en Iran. Alors, il faut dire que l'Iran est un pays chiite et les chiites sont une minorité dans le monde musulman, mais l'Iran est un pays puissant, de la région. L'Iran avait la 4e ou la 5e armée mondiale à l'époque. Et cette ambition iranienne de se mettre, de prendre les devants du mouvement de lutte contre Israël, ce qui constitue quand même une position, comment dire, avantageuse dans le monde arabo-musulman. Cette attitude de l'Iran inquiète dans le monde sunnite. Les sunnites ne sont pas d'accord que l'Iran prenne ce leadership là. Donc en 1980, le sunnite Saddam Hussein déclenche une guerre contre l'Iran par l'invasion de l'Iran
en septembre 1980, débute la guerre Iran-Irak. Nous arrivons en 1982, Saddam Hussein, Yasser Arafat, le chef de l'OLP, était en Jordanie. Il a été chassé de là-bas en 1971. Ils sont allés au Liban. Et depuis, les groupes armés palestiniens au Liban ont créé aussi, ont semé des troubles au Liban. Le Liban est en guerre civile depuis le milieu des années 70. Et du Liban, ces groupes armés attaquent Israël. Donc en 1982, Israël fait une incursion au Liban pour expulser les groupes armés palestiniens du Liban. Et finalement, Arafat se retire de Beyrouth le 30 août 1982 pour aller s'installer en Tunisie. Israël a mené une guerre, la première guerre du Liban, pour chasser les groupes armés palestiniens qui opéraient à partir du Liban. Et c'est dans tout ce cafouillage de la guerre du Liban, de l'intervention d'Israël au Liban, qu'en juin 1982, l'Iran chiite, crée au sud du Liban, parmi les populations chiites libanaises, le Hezbollah, encadré par le corps des gardiens de la révolution islamique. Donc à partir de 1982, il y a au Liban le Hezbollah qui est créé par l'Iran. Pour les Palestiniens, qu'est-ce qu'il se passe? Le chef Arafat était en Jordanie, chassé de là-bas en 1971, est allé au Liban, chassé du Liban en 1982. Maintenant, il est à Tunis, à des milliers de kilomètres. Pour les populations dans les territoires occupés, le Cisjordanie et le Gaza, bon, ça fait quoi, 30 ans, les choses n'avancent pas, le pays est... Donc il y a un bouillonnement qui va finalement déboucher sur la guerre des pierres. La première intifada en 1987. Ce sont des enfants qui lancent des pierres sur les chars égyptiens. Un mouvement qui commence dans la bande de Gaza, après qui va s'étendre en Cisjordanie. Et pendant des années, c'est l'intifada, la guerre des pierres. Et c'est au début de cette intifada, de cette première intifada, qu'il y a la création en décembre 1987 du Hamas, mouvement islamiste à Gaza, avec une branche politique et une branche armée. Donc, pendant l'intifada, la première intifada, naît le Hamas. Alors, cette situation dans les territoires occupés fait comprendre à Yasser Arafat que s'il ne bouge pas pour trouver une solution au problème de son peuple, il risque de se trouver lui-même hors jeu. Donc, Yasser Arafat va commencer à rentrer en négociation avec Israël. Donc, c'est vers la fin des années 1980 que le leader palestinien Yasser Arafat va reconnaître l'État d'Israël, c'est-à-dire reconnaître le droit à l'existence de l'État d'Israël et rentrer en négociation avec Israël pour aboutir en 1993 aux accords d'Oslo, en septembre 1993, qui sera signé entre Yitzhak Rabin, le premier ministre israélien, et Yasser Arafat. Et cet accord aboutit à la création de l'autorité palestinienne, comme le début d'un processus devant aboutir à la création d'un État palestinien sur les territoires de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Bon, en fait, c'est quoi? On met en place un processus, on bâtit la confiance petit à petit, et puis bon, avec le temps, les Palestiniens devaient retrouver la pleine souveraineté de leur État sur leur territoire. Donc on aboutissait à la création de l'État palestinien, mais il fallait faire les choses étape par étape. Et qu'est-ce qui va se passer? Les accords d'Oslo ne vont pas vraiment atteindre leurs objectifs, parce qu'avec tout ce temps, depuis que les deux pays sont en conflit, les deux peuples sont en conflit, les extrémistes de part et d'autre ont gagné en importance. Il y a par exemple des extrémistes juifs
qui vont dans des mosquées, massacrent des dizaines de musulmans, tuent les gens. Du côté des Palestiniens, il y a les groupes armés, les groupes terroristes qui mettent des bombes dans les transports, qui mettent des bombes dans les cafés. Donc pendant les années 90, après les accords d'Oslo, malgré les efforts qui ont pu être faits par exemple le Premier ministre Ehud Barak, tout ça, ça ne donnera rien tellement les extrémistes de part et d'autre ont mis le pays, ont mis la région, ont mis les territoires dans un véritable chaos. Et en Israël, cette période d'ailleurs va correspondre à la période où la droite va prendre le pouvoir, va reprendre le pouvoir. Et pourtant, il y a eu des actes de bonne volonté. Par exemple, en 2005, il y a le retrait de la bande de Gaza opérée par Israël. Et sous quel Premier ministre? Sous Ariel Sharon. Ariel Sharon, qui était un Premier ministre de droite, qui passe pour un dur, en 2005, il y a le retrait de la bande de Gaza. Ce sont les bulldozers israéliens qui vont aller chasser les colons juifs dans leurs implantations. Il va falloir reloger près de 8 000 ou 10 000 colons juifs, les dédommager, les indemniser, tout ça. Cet effort a été fait. Mais dans l'ensemble, les choses n'avancent pas. Et en 2006, le Hezbollah, qui est créé donc depuis plus de 20 ans maintenant par l'Iran, dans la perspective de la destruction de l'État d'Israël, en 2006, le Hezbollah va faire un essai, beaucoup d'attaques d'Israël à partir du Liban, et Israël va rentrer en guerre contre le Liban pour mettre fin à ces attaques. Et finalement, Israël, la guerre du Liban de 2006 doit prendre fin, et cela va constituer pour le Hezbollah vraiment leur fait d'armes. Ils ont affronté, ils se sont frottés à Israël, ils n'ont pas été, réduits à néant. Et donc ces faits d'armes-là permettent au Hezbollah de mettre la main sur le Liban. Donc après la guerre de 2006, le Hezbollah, c'est vraiment maintenant au Liban, l'État dans l'État, c'est eux qui sont là pour assurer la sécurité du Liban contre l'ennemi sioniste israélien. En 2007, la bande de Gaza que Israël d'où Israël s'est retiré pour essayer de faire un essai d'autogestion des Palestiniens eux-mêmes de leur territoire. Un peu comme les accords d'Oslo le prévoyaient. On va étape par étape, on fait confiance, et puis bon, pour voir comment les choses avancent. En 2007, le Hamas chasse l'OLP de la bande de Gaza et prend le pouvoir. Le Hamas, un groupe terroriste, un groupe armé terroriste. Et depuis qu'ils ont pris le pouvoir dans la bande de Gaza, régulièrement, il y a des attaques, exactement comme le fait le Hezbollah au nord, mais le Hamas et d'autres groupes palestiniens créent des conflits contre Israël. Il y a eu des conflits en 2008-2009, il y a eu des conflits en 2012, 2014, 2021. Donc, régulièrement, Israël doit faire face aux attaques de tous ces groupes qui sont autour de lui. Et en 2017, le Hamas, qui est normalement un groupe d'obédience frériste, puisque c'est des sunnites, ce n'est pas des chiites, mais depuis 2017, le Hamas est devenu un proxy de l'Iran, puisque l'Iran a l'ambition de détruire Israël. L'Iran a créé le Hezbollah au Liban, et bon, ils vont réussir à intégrer le Hamas dans leur dispositif à partir de 2017. Il y a eu la guerre en Irak, quand les Américains ont fait la guerre en Irak et que Saddam Hussein est tombé. En Irak, c'est les chiites qui vont prendre le pouvoir, et cela va permettre à l'Iran d'aller créer des groupes armés en Irak pour intégrer son dispositif
pour détruire Israël. Quand il y a eu le printemps arabe après 2010-2011, il y aura la guerre civile en Syrie. Le régime alaouite de Bachar al-Assad va avoir besoin de l'assistance, de soutien pour faire face à la guerre civile. Ben, l'Iran sera là pour aider Bachar al-Assad à tenir, et ça va être l'occasion pratiquement d'inféoder Bachar al-Assad et de créer encore, là aussi en Syrie, des groupes armés pour compléter son dispositif pour détruire Israël. Il y a eu aussi au Yémen, dans la foulée des printemps arabes, une guerre civile au Yémen. Et au Yémen, il y a des Houthis qui sont des chiites. Ben, il y aura une rébellion, donc Houthis, et l'Iran va là encore s'impliquer pour participer, soutenir les Houthis et en faire un élément de son dispositif pour attaquer Israël. Donc, c'est tous ces groupes. Le Hamas, le Hezbollah, les Houthis au Yémen, les groupes armés en Syrie, en Irak et dans les territoires occupés de la Cisjordanie, que tout ce dispositif que l'Iran a préparé depuis des décennies. Et en octobre 2023, il y a un peu plus d'1 an, ben, ils pensaient qu'ils étaient prêts. Et bon, ben, et le déclenchement de ce que nous avons vu par le Hamas le 7 octobre, ce massacre perpétré, qui devait lancer la guerre, parce qu'après, tout ce qu'on verra au sud du Liban, ben, le Hezbollah avait exactement les mêmes préparations que le Hamas. Donc le Hezbollah aussi devait suivre, attaquer Israël par le nord. Les Houthis ont des missiles qui peuvent atteindre Israël. L'Iran lui-même, à 2 reprises, a lancé donc des missiles sur Israël, des groupes armés en Syrie. Voilà, donc c'est cette guerre-là que nous vivons depuis le 7 octobre. C'est une guerre conduite par Israël, par l'Iran, pour pouvoir détruire l'État d'Israël. Et bon, nous la suivons, nous voyons ce qu'il se passe. Aujourd'hui, le Hamas est pratiquement détruit et décapité. Le Hezbollah pratiquement détruit, décapité. Le régime iranien lui-même, à 2 reprises, a attaqué Israël, ça n'a pas donné grand chose. Et cette destruction du Hezbollah et du Hamas l'a beaucoup affaibli, à tel point que depuis le 8 décembre, le régime de Bachar al-Assad en Syrie a chuté. Et aujourd'hui, bon, ben, nous attendons de voir ça va être quoi la suite. Mais en tout cas, Israël s'est montré solide et a rétabli sa dissuasion dans la région. Voilà où nous en sommes. Alors, quels sont, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de contes de vérité qui se racontent sur cette histoire, et je voudrais en conclusion faire quelques réflexions. On a souvent entendu que des Juifs partis depuis 2000 ans sont revenus en 1947 au détriment des Arabes. Comme vous avez vu, la population juive en 1947 ne venait pas d'arriver. C'était une population, il y a eu un noyau qui est resté sur le territoire depuis l'Antiquité, peut-être 10-15 000 personnes, et cette population était la résultante d'une immigration constante et de plus en plus massive depuis le 19e siècle. Et en 1947, les Juifs qui étaient sur le territoire, il y avait 35%, 35-40% qui étaient nés en Palestine. Donc, c'est totalement faux. C'est totalement faux. On entend aussi que, après les injustices contre les Juifs en Europe, les Européens ou les Occidentaux ont créé l'État d'Israël en réparation et en commettant une injustice au détriment des Arabes. Ça, on l'entend souvent.
Voilà, c'est pour réparer leurs fautes. Et ils ont fait la Shoah, donc ils ont créé Israël. Ils ont arraché aux Palestiniens leur territoire pour créer Israël. La prochaine fois que vous allez entendre ça, dites, mais qui a aidé Israël à créer, qui a aidé les Juifs à créer Israël? La Grande-Bretagne? Mais à la fin, la Grande-Bretagne même était tellement dépassée, ils ont arrêté l'immigration juive, ils ont rejeté, donc, comme on a dit, le navire Exodus 1947. La résolution de création du partage de la Palestine en deux États n'a même pas été votée par la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne s'est abstenue. Le traité de Balfour, mais c'est pas le traité de Balfour qui enclenche le mouvement de retour des Juifs. Le mouvement de retour des Juifs est enclenché depuis des décennies. Le traité de Balfour est une conséquence de ce mouvement, est le résultat de l'entre-gens de l'élite juive qui se bat. Et ce n'est pas un cadeau qu'on leur a fait. C'est grâce à ce traité qu'eux aussi vont agir pour que les Britanniques puissent avoir la Palestine. Ouais. Chacun utilise ses forces. Donc ce n'est pas la Grande-Bretagne qui a donné à l'Israël, aux Juifs, l'État d'Israël. Qui? L'ONU. Mais l'ONU, la déclaration de l'ONU, c'était une pratique de l'époque. Il y avait la même chose au niveau de l'Inde entre les musulmans et les hindous ne s'entendaient pas à l'époque quand la Grande-Bretagne devait quitter la zone. On a divisé le territoire en deux, ça a donné l'Inde et le Pakistan. Donc c'est une résolution de l'ONU qui propose un plan de partage. Mais après la résolution, mais il faut faire sa déclaration, il faut protéger son État. Il y a une guerre d'indépendance qui a été faite. Les Juifs ont versé leur sang. Ce n'est pas l'ONU qui leur a donné Israël. Et pour tout vous dire, le représentant de l'ONU, le Suède Folke Bernadotte, il va être assassiné en 1948 par les groupes armés juifs. Donc, enfin, il faut qu'ils soient malades, ces juifs-là. L'ONU vient les aider et puis, bon, ben, ils assassinent le représentant de l'ONU, Folke Bernadotte. Non. Ils se sont battus contre tout le monde pour arriver à leur fin. Qui a donné Israël aux Juifs? Les États-Unis. Quand Israël a annoncé sa déclaration, les Américains ont décrété un embargo sur les armes. Les Américains ne vendaient pas d'armes à Israël. L'alliance actuelle qu'on voit entre Israël et les États-Unis date de Kennedy des années 60. Sinon, au début, les Américains n'étaient pas là. C'est grâce d'ailleurs aux Soviétiques, aux Tchécoslovaques, que les Juifs vont avoir des armes pour se défendre pour les guerres d'indépendance. Qui? L'Allemagne qui venait de massacrer les Juifs dans la Shoah, c'est l'Allemagne qui a aidé les Juifs à avoir... Donc personne. Ce ne sont que les histoires qui se racontent. Les Juifs se sont battus eux-mêmes et tout seuls pour créer l'État d'Israël. Ils ont versé leur sang. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a donné. Donc la prochaine fois que quelqu'un vous dira que les Européens, pour réparer leurs fautes, ont créé l'État d'Israël, ben, il faut leur demander de vous dire qui a créé, qu'est-ce qu'ils ont fait pour créer. Ce sont des histoires, que des histoires. On entend dire que Israël est le dernier projet colonial des Occidentaux. Parce que bon, les Occidentaux, c'est des coloniaux maladifs patentés, donc bon, c'est leur dernier projet colonial. Bon, donc comme je vous ai dit, c'est des histoires, c'est pas les Européens qui ont créé Israël. Et certaines personnes disent qu'à la limite, les Israéliens ne sont pas des Juifs, mais des Européens qui se font passer pour des Juifs dans le but de justifier la colonisation de la Palestine. Bon, ça, ce n'est tout simplement pas sérieux, parce que les Israéliens, ben, les Arabes et les Européens le connaissent très bien. Ils les ont maltraités pendant de nombreux siècles. Ils leur ont fait subir toutes sortes d'humiliations, d'exactions. Ils les connaissent très bien. Et à la création de l'État juif, dans le monde arabe, il y a beaucoup de Juifs qui vont émigrer vers Israël. Donc, ça, c'est tout simplement pas sérieux de dire ça. Ou bien, bon, Israël est un État belliqueux
qui ne cesse d'attaquer ses voisins. Non. Israël a le droit et le devoir de se défendre. Israël, territoire minuscule, noyé dans un univers hostile, est en permanence sous une grande menace existentielle. Israël ne peut pas se permettre le luxe d'une défaite. Le jour où ils feront une défaite, ils vont disparaître. Oui, les Israéliens ont le droit et le devoir d'éliminer tous ceux qui mettent en péril leur sécurité. Et alors la guerre du Gaza, on nous parle de génocide à Gaza. Mais quel génocide? Bon, d'abord on donne des chiffres, des dizaines de milliers de morts. Mais les dizaines de milliers de morts, il y a combien de soldats dedans? Il y a combien de civils dedans? Le 7 octobre, on a vu les combattants du Hamas, puisque eux-mêmes ils se sont filmés pour se mettre sur les réseaux sociaux. On a vu, ils étaient en tenue. Mais depuis que la guerre a commencé à Gaza, est-ce qu'on voit des combattants du Hamas en tenue? Non, ils ont tous enlevé leur tenue, ils sont fondus dans la masse. Donc les dizaines de milliers de morts qu'on dit là, il y a combien de combattants? Il y a combien de... Non, ça on ne dit pas. Et tout le monde dit, voilà, on tue des dizaines de milliers de civils. Et qui donne ces chiffres, le Hamas? Et bon, même si on peut avoir des doutes sur ce décompte macabre des morts, mais au moins, on voit effectivement que Gaza est détruit, puisque ça, c'est les images. On voit les immeubles, tout est... Le Gaza est vraiment détruit, c'est vrai. Mais si vous mettez des armes dans vos écoles, dans vos mosquées, dans vos hôpitaux, tout votre sous-sol, c'est des dizaines de kilomètres de réseau, des centaines de kilomètres de réseaux souterrains. Tout ce petit bout de terre-là est devenu, comment dire, est devenu tout que des dispositions pour faire la guerre. Mais comment voulez-vous qu'Israël fasse la guerre? Israël est obligé de détruire tous les dispositifs du Hamas. Donc, voilà, on parle de génocide. Vous voulez qu'Israël laisse tout ce qu'il voit là et aller s'asseoir tranquillement pour dormir en paix? Ils sont obligés de détruire tout ce qu'ils voient. Et aujourd'hui, c'est pareil, c'est ce qu'on voit au nord d'Israël, au sud du Liban. Tout ce qu'on découvre là-bas, que a préparé le Hezbollah pour détruire Israël. Vous voulez qu'Israël laisse ça pour retourner dormir sur ses deux oreilles? On parle de génocide. Le nombre de morts, comme si c'est le nombre de morts qui détermine, comment dire, l'intention. Mais en ce moment-là, pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y a eu plus de morts allemands que de morts français, anglais ou américains réunis. Donc les Allemands, comment dire, les Français, les Anglais, les Américains ont combien de génocides en Allemagne alors? En Allemagne, il y a eu quoi, plus de 7 millions de morts? Pourquoi est-ce que on raisonne différemment quand il s'agit d'Israël? Ah, moi, ça, je veux bien le comprendre. Les morts à Gaza, mais c'est le Hamas qui en est responsable. Alors, il faut dire que il y a des considérations religieuses. Comme je vous ai dit, le christianisme, comme l'islam, se sont voulus à leur création des religions continuatrices et qui devaient remplacer la foi juive. À tel point que quand le mouvement sioniste commence à la fin du 19e siècle, le Vatican voit ce mouvement d'un très mauvais œil. Et il faut savoir que après la création de l'État d'Israël, en 1948, ce n'est que en 1993, c'est-à-dire 45 ans après, que le Vatican va reconnaître l'État d'Israël. C'est lié aux questions religieuses. Le Vatican reconnaît l'État d'Israël en 1993, 45 ans après sa création. Pourquoi? Mais parce que oui, pendant des siècles, les chrétiens voulaient que les Juifs reconnaissent Jésus comme le Messie, machin, tout. Bon, ça c'est des questions de foi. Mais bon, à un moment donné, on se retrouve et puis on en parle. Donc aujourd'hui, les autorités de l'islam, Israël doit en parler avec les autorités de l'islam. C'est vrai que l'islam n'a pas un clergé comme l'Église catholique, mais il faut trouver des gens. Il y a un pays comme
un pays comme l'Arabie Saoudite n'a jamais fait de guerre à Israël. C'est un pays, c'est là-bas quand même qu'il y a la Mecque. L'Arabie Saoudite, c'est des pays qui sont respectables. Il faut aujourd'hui échanger pour comprendre, pour que, bon, que les chrétiens, que les musulmans, tout le monde comprenne que, bon, les juifs, on ne pensait jamais qu'ils allaient revenir. Il y a 1, 2 ou 3 siècles, on ne pensait jamais. Mais aujourd'hui, ils sont là. Bon, ils sont revenus, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Quand les musulmans disent que vous partez construire la mosquée d'Al-Aqsa sur le mont du temple, le mont de quel temple? C'est quel temple? Le temple où vous êtes parti bâtir la mosquée Al-Aqsa. C'est le temple de Salomon, c'est le temple de Hérode, c'est quoi? Donc, à un moment donné, bon, ils sont revenus, personne ne pensait qu'ils allaient revenir, mais les juifs sont revenus. Et donc aujourd'hui, il faut que des gens responsables, voilà, pour que chacun puisse pratiquer son culte et que les choses avancent. Aujourd'hui, Jérusalem et les autres villes saintes d'Israël abritent les lieux saints des 3 religions, chrétiens, juifs, musulmans. Nous savons ce qui se passe dans beaucoup de pays de la région. Dans beaucoup de pays du monde arabe aujourd'hui, les chrétiens sont en train de disparaître. Même actuellement, les chrétiens sont en danger en Syrie actuellement. Alors, franchement, les lieux saints de toutes les religions seront plus accessibles sous l'État démocratique et stable d'Israël que sous une dictature islamiste. Donc aujourd'hui, pour moi, cela plaide en faveur d'un maintien de l'autorité d'Israël sur ces lieux saints-là, pour que tout le monde puisse en profiter. Aujourd'hui, depuis la chute du régime d'Assad en Syrie, depuis quelques jours, les Druzes syriens demandent à être sous l'autorité d'Israël. Pourquoi? Pourquoi les Druzes syriens demandent à être sous l'autorité d'Israël? Ce n'est pas des gens qui sont dans les salons feutrés des chancelleries européennes ou bien des étudiants dans l'insouciance dans les universités en Europe ou aux États-Unis. Hein. Et il s'agit de leur vie, de leur sécurité existentielle. Ils préfèrent être sous l'autorité d'Israël que sous l'autorité de l'État juif qui est en train de se mettre, de l'État islamiste qui est en train de se mettre en place en Syrie. Il faut se poser des questions. Ce sont ces questions-là qu'il faut se poser. Si le projet d'éliminer toute présence juive en Palestine pouvait sembler réalisable en 1948, oui, l'État se créait, ils étaient combien? 700, 800 000, bon, les nations arabes disent, ok, allez, on va les tuer tous. Bon, le projet peut se comprendre. Et, je veux dire, voilà, pourquoi pas, il y a, dans la vie, il y a des casus belli, bon, ils pensent que c'est une cause de guerre, oui, ils y vont, et on ne peut pas le leur reprocher. Mais bon, ils ont fait la guerre, ils ont perdu. Même jusqu'en 1967, encore, l'élimination de l'État juif était quelque chose de peut-être de réalisable, d'atteignable. Mais est-il raisonnable aujourd'hui d'envisager la destruction d'Israël aujourd'hui? Un État de plus de 10 millions d'habitants, un pays moderne, industrialisé, une puissance militaire, puissance même nucléaire, paraît-il, une puissance technologique. Est-ce qu'aujourd'hui, est-il encore raisonnable de parler de destruction de l'État d'Israël? Nous ne sommes pas en 1948, nous ne sommes pas en 1967. Donc à un moment donné, il faut quand même voir la réalité. Et puis, ben, toute guerre a une fin. En 1453, les Ottomans ont pris Constantinople. Ça appartenait aux Grecs. C'est fini, ils ont pris, c'est fini. Ils ont même changé le nom, ce n'est plus Constantinople, c'est Istanbul. Bon, c'est fini, la guerre est finie. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des Grecs qui pensent à retourner à Constantinople? Toute guerre a une fin, bon sang. Le Texas, ça appartenait au Mexique. Aujourd'hui, c'est américain. Bon, c'est terminé.
toute guerre a une fin. Alors, on refuse d'accepter qu'Israël a gagné sa guerre. En fait, c'est ça le vrai problème. Israël a gagné sa guerre d'indépendance. Israël a gagné la guerre de 6 jours. Israël a gagné la guerre du Kippour. Depuis, voilà, là, actuellement, Israël vient de comment dire, décapiter le Hamas, le Hezbollah. Bon, à un moment donné, il faut dire, bon, la guerre est terminée, bon sang. Et c'est la communauté internationale qui maintient l'état de guerre. Les Palestiniens qui ont fui leur... qui ont quitté leur foyer en 1947-1948, qui se sont retrouvés dans les camps de réfugiés. Aujourd'hui, c'est la 4e ou 5e génération. On les entretient dans les camps de réfugiés en leur disant, vous avez un droit de retour. Ils vont retourner où? On a créé une organisation de réfugiés spécialement pour les Palestiniens. Il y a une organisation de réfugiés de l'ONU pour la terre entière. Mais pour les Palestiniens, eux seuls, ils ont leur organisation de réfugiés. Et ça fait combien de décennies, ils sont là, c'est quelle génération? Vous allez retourner, vous avez un droit de retour. Ils vont retourner où? Donc c'est la communauté internationale qui maintient l'état de guerre. Ces Palestiniens, c'est la nation arabe. Est-ce que tous ces pays où ils sont, depuis on n'aurait pas pu les intégrer? Il y a un encouragement anormal de la nébuleuse islamiste et islamo-gauchiste, un encouragement anormal de la lutte palestinienne qui continue de façon anormale. La guerre est terminée. Mais on dit non. Tant que Israël ne sera pas battu, cette guerre ne s'achèvera pas. Et battre Israël, c'est quoi? C'est détruire l'État d'Israël. Alors, on entend dire aussi, oui, c'est la solution des 2 États. Comme seule solution pour avoir la paix. La solution des 2 États. Le problème serait l'occupation ou la colonisation des territoires. Mais bon sang, dites-moi, si aujourd'hui l'état de guerre est la conséquence de l'occupation des territoires, mais pourquoi l'État palestinien n'a-t-il pas été proclamé avant 1967? Pourquoi l'État palestinien n'a-t-il pas été proclamé avant 1967? Parce qu'avant 1967, Israël n'occupait aucun territoire. Israël n'était pas dans le Golan avant 1967. Israël n'était pas en Cisjordanie avant 1967. Israël n'était pas dans la bande de Gaza avant 1967. Israël n'avait pas pris le Sinaï avant 1967. Pourquoi donc l'État palestinien n'a pas été créé? Une majorité d'Arabes, depuis le début et encore plus les islamistes aujourd'hui, ne veulent pas de 2 États, mais la destruction de l'État d'Israël. C'est ça qu'il faut comprendre. Libérer la Palestine de la rivière à la mer. From the river to the sea. Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire d'autre que la destruction de l'État d'Israël. C'est pour cela que je pense au propos d'Habib Bourguiba qui disait, mais la Jordanie, ça n'existe pas, c'est les Britanniques qui ont créé ça. Les Palestiniens n'ont qu'à aller là-bas. Et c'est une solution qui est envisageable. À moins que on trouve une solution pour la paix, à moins qu'il y ait des Palestiniens qui veulent vraiment la paix avec l'aide des pays aux alentours, comme j'ai dit tout à l'heure, l'Arabie Saoudite, il y a certainement d'autres pays, des gens responsables, des gens de bonne volonté. Mais si la paix ne peut pas être obtenue, comment voulez-vous que Israël accepte de mettre à côté de lui des gens qui, matin, midi et soir, ne rêveront qu'à détruire son pays, qu'à le détruire? En tant que noir, il y a un épisode que je voudrais évoquer. Les Noirs
Depuis de nombreux siècles, depuis des millénaires, nous avons des fois eu un sort pas très enviable. Les gens venaient nous acheter comme des esclaves, traversaient l'océan Indien, la mer Rouge, l'océan Atlantique, vendus comme des esclaves par les leurs pour aller souffrir sous d'autres cieux. Bon, comme Dieu est bon. Aujourd'hui, on a des frères qui sont dans tous les continents et des fois qui ont des sortes même très enviables par rapport aux autochtones de l'Afrique. Depuis quelques décennies, les pays africains connaissent beaucoup de difficultés et nous avons beaucoup de nos frères, beaucoup de nos jeunes frères, beaucoup de nos enfants qui prennent des risques énormes à travers le Sahara, à travers la Méditerranée pour rejoindre des cieux plus cléments. On voit tous les jours nos jeunes frères qu'on pêche dans la Méditerranée pour les sauver. Oui, il y a beaucoup d'épisodes comme ça où on n'a pas de raison d'être fier de ce que nous vivons. Et dans l'histoire, cette histoire du peuple noir, la seule fois où des Noirs sont sortis d'Afrique, pas en tant qu'esclaves pour aller souffrir ailleurs, ou pas en tant que malheureux qui fuient la misère, donc qui sont soumis à toutes sortes d'exactions dans le Sahara ou dans la Méditerranée, mais la seule fois où des Noirs sont sortis parce que une puissance est venue les chercher pour aller leur donner une vie meilleure, c'est quand Israël est allé chercher les Falachas en Égypte en 1991. C'est-à-dire des Juifs éthiopiens par un pont aérien. Moi, en tant que Noir, ça me touche. Et ça devrait toucher tous les Noirs. Sachez que la seule fois où une puissance est allée en Afrique chercher des milliers de gens pour leur offrir une vie meilleure, c'est Israël qui a fait ce travail-là. Le soutien à Israël est un devoir moral, en raison de sa lutte existentielle. Aucune conscience saine ne peut accepter les objectifs clairement exprimés par la nébuleuse islamiste, à savoir la destruction de l'État d'Israël et l'élimination de tous les Juifs qui vivent sur son territoire. La complaisance de la communauté internationale envers les agissements des islamistes en Israël est un encouragement pour leur détermination à conquérir l'Occident et le monde. Israël montre au monde comment combattre l'islamisme. Je vais terminer en évoquant mes inquiétudes tout de même. J'ai des inquiétudes pour Israël. Aujourd'hui, le Premier ministre d'Israël, celui qui est responsable de la destinée d'Israël dans un moment aussi tragique. Ce que Israël vit aujourd'hui, c'est pas facile. Et il faut que les Israéliens se rendent compte, savoir qu'à travers le monde, il y a beaucoup de gens qui prient pour Israël. Dans ce moment tragique, le Premier ministre qui préside à la destinée du pays est traîné en justice, où il subit toutes sortes d'avanies. Que veut montrer Israël? Que veut montrer les élites israéliennes? Ils sont un État de droit, ils sont un État démocratique. La justice est pareille pour tous. Dans la société, il n'y a aucun égard pour les dirigeants. L'inquiétude que je ressens pour la survie d'Israël vient moins des capacités de ses ennemis que de la discorde au sein de son élite. Discorde qui fait que, dans un moment aussi déterminant pour l'avenir du pays, le Premier ministre est traîné devant les tribunaux israéliens. Israël ne doit pas oublier que quand il manque de sagesse, son Dieu le punit sévèrement. Je vous remercie.